Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus m'écouter aujourd'hui. Donc, je m'appelle Johanna Vauchel. Et donc, sur ce dessin, c'est moi, il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Oula, il s'en va. Il est revenu. Donc, c'est moi, il y a à peu près 2-3 ans. J'étais développeuse C++. Je travaillais plutôt dans des applications 3D. Et j'ai décidé de me lancer dans une reconversion et d'apprendre à dompter la data. Donc, en fait, dans cette reconversion, monter en compétence, ça a été une étape, mais me sentir légitime, ça a vraiment été une épreuve. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Du coup, pour que vous compreniez bien toutes les étapes de mon parcours et pourquoi j'ai fait tous ces choix, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Du coup, je vais vous raconter comment j'ai été amenée à rencontrer cette fameuse data. Mais je vous rassure, je serai un petit peu plus rapide que Ted Mosby, 1 ou 2 saisons maximum. Petite remarque avant de commencer, n'hésitez pas à scanner ce QR code ici si vous voulez retrouver les slides de la présentation. Alors, on va commencer. Je vais commencer un petit peu loin, je vais vous parler de mon enfance. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Barbie, ingénieure informaticienne? Oui, alors c'est une poupée, elle existe réellement. Et c'est aussi un livre. Je vais un petit peu vous le spoiler aujourd'hui, désolée. En fait, ça raconte l'histoire de Barbie, ingénieure informaticienne. En fait, on est un petit peu déçus parce qu'elle s'occupe plutôt du design du jeu vidéo. Elle a besoin de Brian et de Steven pour l'aider à développer son jeu et à résoudre ses bugs. Tout ça pour dire que dans mon enfance, j'ai pas vraiment été poussée vers les maths, vers l'informatique. J'ai pas non plus été énormément poussée par mes professeurs. Il y en avait notamment un qui m'a dit que je ne serais pas assez forte psychologiquement pour faire une classe prépa. Bon, heureusement, je l'ai pas écouté. Moi, j'avais une énorme passion pour les mathématiques. Du coup, en 2008, je rentre à l'INSA de Rouen. Et pendant 2 ans, je fais une prépa intégrée. Et je m'intéresse beaucoup du coup à la spécialité génie mathématique. Mais je pose quand même la question, est-ce qu'il faut être geek? Est-ce qu'il faut aimer les jeux vidéo pour faire cette spécialité-là? Heureusement, on va me rassurer. Et donc, je choisis cette spécialité dans les maths et l'informatique. Donc, ça se passe super bien, je m'éclate. Et je vais commencer ma carrière, un petit peu par hasard, dans les applis 3D. Je vais commencer ma carrière à Dassault Systèmes. Je vais rejoindre l'équipe recherche qui s'occupe de la modélisation 3D de phénomènes physiques. Donc la modélisation 3D, il y a par exemple modéliser les fluides. Mais moi, je vais travailler dans la simulation de tissus. Et oui, à Dassault, on ne fait pas que des avions. À quoi ça sert la simulation de tissus? Ça va permettre, par exemple, de modéliser la robe de la Reine des Neiges dans les films d'animation, ou même dans les jeux vidéo. Ça va aussi permettre de faire des logiciels pour concevoir les vêtements en 3D, pour aider les modélistes et les designers dans leur communication ou pour faire des prototypes. Et derrière, comment ça marche la simulation de tissu en 3D? En fait, on va utiliser un maillage 3D. Ça va être comme une grille. On va avoir des points qui vont être reliés entre eux et on va appliquer des forces physiques sur chacun de ces points. Donc les forces, ça va être par exemple la gravité, des forces d'étirement, des forces de cisaillement. En fait, il faut voir ça comme si chaque point était relié entre eux par des petits ressorts. Et c'est ça qui va nous permettre de faire un rendu plus ou moins réaliste d'un tissu en 3D. Ensuite, je vais changer d'équipe. Et là, je vais rejoindre une autre équipe, toujours dans la 3D, mais qui s'occupe de faire de l'aménagement d'appartements en 3D. Peut-être que certains connaissent ce logiciel, ça s'appelle Home by Me, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, on va me donner la mission de faire un algorithme qui va permettre d'aménager automatiquement sa cuisine. Donc aujourd'hui, là, quand vous allez chez Ikea, vous voulez refaire votre cuisine, vous allez rentrer les dimensions de votre pièce et on va vous faire des propositions automatiques d'aménagement. Derrière, comment ça marche? On va utiliser un algorithme. En fait, on va utiliser surtout une fonction qui va permettre de donner un score à la cuisine. Donc le score, par exemple, si on a une cuisine bien aménagée avec tous les meubles qui remplissent les murs,
on va avoir un bon score. Donc, on va dire 5. Mais si on a le frigo devant la fenêtre, là, on va avoir un mauvais score, par exemple 1000. En fait, on va se retrouver avec une fonction qu'on va devoir minimiser. Et les inconnus de ce problème, ça va être la position des meubles et aussi la taille des meubles, parce que la taille va évoluer. Pas évident à résoudre, du coup. Donc, pour résoudre ce problème d'optimisation, on va s'inspirer d'algorithmes. On va utiliser des algorithmes qui s'inspirent du vivant. On va utiliser par exemple des algorithmes génétiques qui s'inspirent des mutations de l'ADN, ou alors le PSO, le Particle Swarm Optimization, qui s'inspire de comment les oiseaux ou les abeilles vont communiquer ensemble pour trouver l'endroit où il y a le plus de nourriture. Ensuite, en 2016, je vais rejoindre une autre entreprise, Thermo Fisher, et je vais encore rester dans la 3D. Je vais faire du C++, du Qt, du CUDA, un peu d'OpenGL. Et Thermo Fisher, donc ça s'occupe de faire de la modélisation 3D à partir d'images issues de microscopes. Et en 2019, je vais rejoindre l'entreprise Lectra, où je suis encore actuellement. Et je vais rejoindre l'équipe encore dans la 3D qui fait un logiciel de création de vêtements en 3D. Donc, je vais rejoindre un petit peu mes premiers amours du début. Donc, petit bilan sur cette première partie de ma carrière dans le monde de la 3D. J'ai vraiment aimé faire des maths appliquées à des problèmes concrets. J'ai fait énormément d'algorithmie assez poussée, nombreux casse-têtes. Et en plus, on va chercher vraiment à optimiser les performances, à faire du temps réel. Et des fois, on n'a pas le temps de trouver les solutions exactes. Il faut trouver des compromis entre qualité de la solution et temps de réponse. J'ai vraiment aimé travailler dans ces projets hyper intéressants, avec un contexte métier vraiment qui me parlait beaucoup. Et aussi gagner en expertise en C++, notamment en allant à des conférences. Bon, mais tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, petit à petit, j'ai commencé à perdre un petit peu d'intérêt pour ce que je faisais, perdre un peu de vitesse. En fait, je pense que j'ai perdu aussi un peu le côté fun des débuts quand on commence un projet. Et puis, au final, dans le vrai quotidien, je trouvais que je faisais pas assez de maths finalement, pas assez de 3D. Je trouvais en plus que mes efforts n'étaient pas toujours reconnus. Et qu'en plus, j'étais un petit peu en décalage dans mon équipe. Je me sentais pas très bien. Moi, j'avais vraiment toujours plein d'idées, envie d'innover, d'apprendre des nouvelles choses. J'étais pas vraiment à ma place dans cette équipe à ce moment-là. J'avais aussi besoin d'apprendre davantage, besoin d'évoluer. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de démarrer un petit POC. On voulait développer une appli web en 3D. Dans le cadre de ce POC, du coup, je me forme un peu à Kotlin, aux microservices, au DDD. Du coup, je commence à découvrir un peu un autre monde et je me dis, tiens, ça m'intéresse. Pourquoi pas en savoir un petit peu plus. Bon, ça a commencé comme ça. Du coup, je me rends compte que je crois que j'ai besoin de changement. J'ai besoin de prendre un petit peu un virage dans ma carrière. Mais quand c'est comme ça, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop vers où aller. Du coup, je vais commencer d'abord par me poser les bonnes questions. Tout d'abord, vers où j'ai envie d'évoluer, vers où aller. Comment faire pour garder un CV cohérent? J'ai envie d'évoluer, de progresser, mais j'ai envie aussi de conserver tout ce que j'ai acquis jusqu'ici. Je n'ai pas envie de mettre tout à la poubelle non plus. Et je vais avoir besoin de me poser la question de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui m'anime dans mon quotidien. Je vais avoir besoin de m'écouter moi, qu'est-ce que j'ai besoin, de ne pas écouter ce qu'on va me dicter, ce que me disent les autres. Mais même moi, je vais avoir des biais, des croyances. Je vais devoir aussi un peu remettre en question mes croyances d'avant. Moi, je m'étais toujours dit, je veux faire des maths. Est-ce que c'est toujours de ça dont j'ai envie? Donc ça, c'est un peu les questions. Bon, au début, je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Mais je vais me dire, pour avancer, je vais commencer par passer des entretiens. Et puis, on verra bien les choses qui titillent un petit peu mon intérêt. Donc, j'ai commencé, on va me proposer un poste de développeur, toujours en C++, avec pas mal d'algorithmie. Bon, ça a l'air assez intéressant, mais bon, là, je n'ai pas l'impression d'évoluer beaucoup.
On va aussi me proposer un poste de tech lead C++ dans une startup. Donc là, j'hésite parce que tech lead, voilà, ça va vraiment, c'est une promotion, me donner de nouveaux challenges. Mais moi, à ce moment-là, j'ai vraiment envie de voir autre chose. J'ai vraiment envie d'apprendre des nouvelles technos. Je suis pas encore prête pour stagner un petit peu. Du coup, je vais mettre ça de côté. Et bizarrement, je vais m'intéresser à un poste ouvert en interne dans ma boîte, un poste d'ingénieur data dans l'équipe Enrico. Pourquoi Enrico? Enrico, bon, tout d'abord pour enrichissement et collecte de données. Mais principalement pour la célèbre chanson d'Enrico Macias, Données, données, données. Bon, déjà, je me dis que l'équipe a beaucoup d'humour, c'est bon signe. Je vais m'intéresser un petit peu aux technos autour de ce poste, Scala, Kafka. Ça a l'air vraiment assez cool, assez intéressant. Mais en même temps, data ingénieur, j'ai pas du tout les compétences. Je vais un petit peu repartir de zéro. Ça me fait peur quand même. Est-ce que je vais y arriver? Bon, je me dis, on ne sait jamais. On va passer l'entretien. On n'a rien à perdre. On verra bien ce qui se passe. Du coup, je vais passer l'entretien. Bon, bonjour, je m'appelle Johanna. Je suis très motivée pour ce poste. Par contre, j'y connais rien dans la data. Et puis, je veux bien une augmentation, s'il vous plaît. Alors, vous me prenez? Bon, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Je vais vraiment expliquer ma démarche. Qu'est-ce qui m'amène à postuler à ce poste aujourd'hui de data ingénieur? Déjà, pourquoi la data? Parce que c'est un domaine vaste, où il y a vraiment beaucoup à apprendre et où je pense que justement mon background mathématique, ce sera vraiment un atout qui m'aidera, que ce soit dans les analyses, dans les statistiques, dans la data science. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment les technos autour de ce poste. Kafka, Scala, ça a l'air hyper intéressant. Scala, c'est un langage élégant, concis, qui mélange de la programmation orientée objet, de la programmation fonctionnelle. Ça a l'air vraiment hyper bien. En plus, ça s'inspire beaucoup des maths. Et puis, j'explique que j'ai envie de beaucoup plus de challenges là dans mon quotidien. Et je pense que ça va être vraiment des challenges qu'on va devoir relever dans cette équipe. Ça va beaucoup plus m'intéresser. Et j'ai aussi besoin de beaucoup plus communiquer, d'être entourée d'autres équipes. Parce que là, la 3D, je suis un peu isolée dans ma bulle. Et moi, j'ai envie de beaucoup plus d'interaction dans mon quotidien. Voilà. Et j'explique que l'équipe Enrico a l'air vraiment sympa, beaucoup d'humour et prête à former une nouvelle recrue. Bon, j'ai dû être convaincante parce que j'ai obtenu le poste. Victoire, fin du talk, vous pouvez rentrer chez vous. Bon, en fait, ça va être aussi le début des premières difficultés, évidemment. Première difficulté, petite déception côté salaire. J'ai pas tout à fait ce que j'ai demandé. On va m'expliquer que, bon, ok, on te donne ta chance, mais tu vas être débutante. Tu vas devoir faire tes preuves. Ok, bon, ça me met pas la pression du tout, ça. Du coup, pour un petit peu m'aider, je vais faire une cartographie de toutes les compétences que j'ai besoin d'acquérir. Donc, vraiment, un tableau, une matrice, j'explique pour chaque techno d'où je pars. Donc, pour certaines, ça est vraiment zéro. Et vers où je vais aller. Et puis, au cours de l'année, je remplis ce tableau avec plein d'exemples de tout ce que j'ai appris, les formations que j'ai suivies. Comme ça permet visuellement de déjà voir son évolution et de démontrer aussi au besoin à n'importe qui où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a réussi, toutes les compétences techniques qu'on a pu acquérir. Deuxième déception, on va me faire attendre 3 mois avant de rejoindre cette super équipe. Donc, je passe 3 mois un petit peu avec la peur qu'il y ait un changement d'organisation, que ça ne se fasse pas. Bon, heureusement, ça s'est bien fait. Mais je vais quand même, du coup, profiter de ces 3 mois où je ne suis pas encore tout à fait dans l'équipe pour me former. Donc, on va me donner accès à des formations en ligne. Et là, je vais me former à Spark, je vais me former à Scala. Comme ça, j'arrive dans l'équipe, j'ai déjà mon petit bagage de connaissances. Globalement, ces 2 petits points, ça me dit que je n'ai pas encore gagné totalement la confiance de mon entreprise. Je sens que mon entreprise va me mettre un peu à l'épreuve, va tester un peu ma motivation.
Et donc, je vais me poser la question, est-ce que je vais réussir à devenir légitime en tant que data ingénieur? Vous le saurez dans le prochain épisode de How I Met Your Data. Bon, donc je vais vous parler de ce nouveau poste, celui de data ingénieur. Donc, data ingénieur chez Lectra. Donc, Lectra, c'est une entreprise située à Bordeaux. Et Lectra fabrique des machines qui permettent de découper du tissu. Donc, vous pensez à des gros ciseaux. En fait, ça ressemble plutôt à ça. C'est des grosses machines qui ne vont pas rentrer dans votre salon. Et donc, ça va permettre de découper du tissu pour faire des vêtements, pour faire des meubles, des sièges de voiture. Et ça permet d'économiser énormément de tissu et de temps. Parce que ça coupe vraiment les pièces les plus proches les unes des autres. Et on va pouvoir aussi découper des piles de tissu à la fois. Donc, on gagne vachement de temps. Donc, je vais vous parler des données. En fait, on va récolter les données issues de ces machines. C'est comme si ces machines, elles avaient tous un compte Instagram qu'on appelle la data collect. Et elles vont nous envoyer tout ce qu'elles vont faire toute la journée. Donc, par exemple, je me suis allumée, j'ai commencé à découper du tissu, je suis tombée en panne, j'ai redémarré, et puis finalement, j'ai dû faire une pause. Et voilà, et finalement, j'ai découpé 3 mètres de tissu en 2 minutes. Donc, nous, on va récolter tous ces messages. On va combiner ça à d'autres sources de données, comme par exemple le calendrier de rotation des équipes qui s'occupent de la machine, le référentiel aussi des machines pour un client. On va prendre toutes ces données, faire des transformations et mettre ce qu'on appelle des KPI en base de données. Donc, on va s'appuyer sur la technologie Snowflake. Et sa KPI, ça va donner par exemple des temps de coupe par jour, des indices de performance, des temps d'interruption par jour. Et derrière tous ces rouages, comment ça marche? On va retrouver la technologie Kafka. Kafka, c'est un incontournable de la big data. Ça permet de transformer, d'ingérer une énorme quantité de données et tout ça en temps réel. Et comment ça va marcher? En fait, c'est comme si on était un peu des plombiers. On va créer plein de petits tuyaux qu'on appelle des Kafka Streams. Et c'est ces Kafka Streams qui vont permettre de transformer de la donnée, de l'agréger, d'aller chercher différentes sources de données et de mettre ça en base de données ensuite pour faire des KPI intéressants pour nos clients. Et le challenge, c'est qu'on a le droit de perdre aucune donnée. Sinon, on a perdu. Et ces Kafka Streams, ils vont être codés dans le langage Scala. Donc Scala, comme j'ai dit tout à l'heure, ça mélange de la programmation orientée objet et de la programmation fonctionnelle. Et là, je suis très loin de mon C++. Déjà, il n'y a plus de point-virgule, donc je suis perdue. Mais ça va même plus loin, puisque je fais même plus de boucle for. Petit exemple en C++. Je vais vous faire travailler. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du C++ dans la salle. Oui, hein, ça remonte peut-être. Donc, on va avoir un algo qui permet de... Alors, on va avoir des chiffres de 1 à 5. On va faire un if dessus pour garder que les nombres impairs. Et ces nombres, on va les mettre au carré et on va les sommer. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous sait le résultat que ça va donner? Je vous laisse réfléchir et je bois un petit peu d'eau. Bravo, j'ai même pas le temps de boire de l'eau. C'était l'excuse. Donc exactement, ça fait 35. Mais c'était juste déjà pour boire un petit peu d'eau. Et pour vous montrer, le même code est écrit en Scala. On a beaucoup moins de lignes. Donc, sous forme d'approche plus fonctionnelle. Donc, on va retrouver notre liste de 1 à 5 qui va être juste ici. Dessus, on va faire un filter en disant, voilà, je garde que les nombres impairs. Et je vais faire un map en utilisant la fonction qui va mettre au carré, que j'avais définie au-dessus. Et je vais faire un point somme. Donc voilà, je peux tout écrire en une ligne. Donc ça va pas mal me changer, mais je vais aussi vraiment aimer progresser en ce cas-là.
Autre changement, du coup, chaque petite brique Kafka Stream, ça va être un petit projet GitLab. Alors que moi, en 3D, j'avais l'habitude d'avoir un seul projet assez énorme. Prenez Katia, par exemple, de Dassault Systèmes. On ne peut pas avoir tout le code sur sa machine, ça ne rentre pas. J'avais l'habitude des fois aussi des tests qui duraient 24 heures. Donc là, je suis contente d'avoir des petits projets à gérer, même si du coup, ça ouvre d'autres problématiques. Et là, surtout, je suis au cœur des équipes. Je suis vraiment au milieu entre les équipes qui vont nous envoyer la donnée et les équipes qui vont l'utiliser pour faire leurs applications. Donc, on a besoin de comprendre énormément de choses, beaucoup de métiers, leurs contraintes. Il faut énormément communiquer. Et ça, c'est vraiment une partie hyper intéressante et enrichissante. Je vais découvrir aussi des technos que je ne connaissais pas du tout, comme Kubernetes, Docker, Jenkins. Au début, ce n'est pas évident, mais petit à petit, je maîtrise de mieux en mieux. Et surtout, ça permet de faire des mises en prod rapides. C'est des non-événements. Alors que moi, j'avais l'habitude de faire 1 ou 2 releases par an, et c'était l'événement, quoi. Et aussi, dans le métier de data ingénieur, on a vraiment besoin de beaucoup s'améliorer au quotidien, beaucoup d'automatiser les choses. Comme on gère justement plein de petits projets, il ne faut pas tout faire à la main. Donc, on va chercher à automatiser, on va chercher aussi à avoir des données de qualité, chercher des anomalies, faire beaucoup d'analyses. Donc, s'améliorer tout ça, en fait, c'est un métier qui évolue sans cesse. On ne peut jamais se reposer sur ses lauriers. Il y a énormément à apprendre. Et il va y avoir aussi la partie métier. Il faut comprendre déjà d'où viennent les données, comment on a réussi à obtenir ces jeux de données, et derrière, qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce que le client il a besoin d'extraire à partir de ces données. Il faut vraiment comprendre le besoin métier derrière ces données. Il ne faut pas juste manipuler, ce n'est pas que la technique. Derrière, il faut vraiment s'intéresser au métier, ça va être très important. Des exemples de challenges que j'ai dû affronter un petit peu. Alors, dès le début, quand je suis arrivée, on a décidé de migrer de base de données. On était sur SQL Server, on a voulu migrer à Snowflake. Du coup, déjà, il a fallu se former à Snowflake, parce qu'il y a pas mal de choses à apprendre, la gestion des rôles, tout ça. Il a fallu donc définir un ensemble de règles et définir une stratégie de migration. Comment on va migrer nos données sur la nouvelle base. Donc, on a dit, OK, on va devoir à la fois migrer l'historique, mais aussi migrer les données en temps réel. Parce que je vous rappelle qu'on a le droit de perdre aucune donnée. On n'a pas le droit d'arrêter la prod. Du coup, on va brancher déjà la partie temps réel pour alimenter Snowflake. Mais aussi, on va faire une grosse migration de données de SQL Server vers Snowflake. Mais évidemment, on va avoir beaucoup de doublons, donc on va devoir dédoublonner. Bon, petit exemple de challenge. Autre challenge, on s'est dit, bon, c'est bien d'avoir des temps d'interruption, des temps de coupe, mais on a envie de découper un peu plus finement ces temps, les découper par jour, par exemple, mais même par équipe de rotation sur les machines. Donc, par exemple, une coupe qui commence le dimanche et qui s'arrête le lundi, on va vouloir la couper en 2. OK, pas de problème. On fait ça pour la partie temps réel dans notre Kafka Stream, mais il faut aussi reprendre tout l'historique de données et tout redécouper. Et dernier challenge, ça va être par exemple d'avoir des KPI de plus en plus temps réel, de la donnée encore plus fraîche. Donc voilà, des challenges autour de ça. Bref, je crois que j'ai un petit peu retrouvé mes casse-têtes mathématiques. Maintenant, je vais vous parler de la partie formation, parce que, évidemment, je vais avoir pas mal de concepts à appréhender, beaucoup de choses à apprendre. Comment j'ai fait pour me former? Donc, il y a forcément la partie auto-formation. Je me suis beaucoup formée en ligne. J'ai pas mal utilisé la plateforme Udemy. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Rock the JVM aussi pour tout ce qui est Scala et Spark. Mais pas seulement. En interne, on a des nombreux collègues qui proposent des formations aussi ouvertes à tous. Donc, j'en ai vraiment profité pour progresser. Et petite astuce,
Pour bien progresser, moi j'avais cette petite habitude de tous les soirs regarder les commits de mes collègues sur GitLab. Donc j'espionnais mes collègues. Mais ça permettait comme ça le lendemain d'avoir des questions de prête pour les revues de code ou même si j'avais beaucoup de questions, de prendre mon collègue à part et qu'il me prenne le temps de m'expliquer. Mais voilà, ça m'a énormément fait progresser de savoir lors des délits quand mon collègue disait j'ai fait tel développement, de le voir, de prendre le temps de le regarder tout ce qu'il avait fait. Et puis le meilleur moyen, c'est d'essayer de se tromper. Il faut vraiment oser se lancer, même si on ne sait pas, même si on va mettre un peu de temps. C'est comme ça qu'on va apprendre. Voilà, il faut vraiment pas hésiter à se lancer et ne pas avoir peur. Et aussi, il faut oser poser des questions. Poser des questions sur, même si on se dit, oh là là, tout le monde a la réponse sauf moi, c'est une question bête. Non, faut y aller, faut poser plein de questions. Et en plus, ça va permettre aussi à l'équipe de challenger un petit peu des décisions historiques qu'ils avaient prises. Le fait de dire, mais pourquoi vous avez fait ça comme ça? Ah en fait, à l'époque, c'était bien, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on peut challenger. Donc en plus, ça va aider l'équipe. Une autre manière de se former, ça va être de partager ce qu'on a appris. Moi, par exemple, j'ai fait un petit projet sur l'API de Kafka Stream avec des exemples, des exercices. Et j'ai proposé ça en formation en interne parce que dans la boîte, tout le monde ne connaît pas Kafka. Et comme ça a permis à d'autres gens de découvrir Kafka et à moi de m'auto-former en faisant cette présentation. Et puis, c'est pas parce qu'on est débutant qu'on ne peut pas assister à des conférences sur ces sujets. Donc, j'ai eu la chance d'assister à pas mal de conférences, Kafka Summit, Scala.io. Et puis, en plus, assister à ces conférences, ça m'a même donné envie de devenir speaker. Mais je ne vais pas vous mentir, la réussite de cette reconversion, je la dois avant tout à mon équipe, l'équipe Enrico, qui a vraiment été au top pour m'accompagner et qui m'a soutenue dès le début. Tout d'abord, on m'a attribué un parrain dans l'équipe qui m'a formée au domaine métier, à Kafka. Et puis, c'était mon point d'entrée quand j'avais plein de questions aussi. On va aussi rédiger de la documentation en live. On s'assure à la fin des réunions que tout le monde a les mêmes connaissances. On va faire aussi de nombreux schémas qu'on va faire en live aussi. On va faire énormément de pair et de mob programming. Et on va faire des sessions un peu coding dojo, un peu sharing, où chacun va pouvoir présenter un sujet qu'il maîtrise pour vraiment partager la connaissance aux autres. Mais le principal, c'est que vraiment cette équipe m'a soutenue et accompagnée dès le début, en me demandant mon avis sur des sujets, même quand je n'avais pas encore les compétences. En fait, ils ont eu vraiment confiance en moi et ça m'a aidé vraiment à me sentir à ma place dans ce nouveau poste de data ingénieur et dans cette équipe. Bon, malgré cette équipe vraiment au top pour m'accompagner, je ne vais pas vous le cacher, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas. Je vais donc vous parler un petit peu des doutes que j'ai pu avoir lors de cette reconversion. En fait, il y avait des jours où j'avais ces petites phrases qui tournaient dans ma tête. Oh là là, je suis vraiment nulle, j'ai l'impression que je suis vraiment un boulet pour l'équipe. Ou il y a d'autres jours où, par exemple, je rentre de vacances ou même de week-end. Et là, j'ai l'impression que je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Je ne comprends plus, le métier, ça a évolué. Le côté technique, des concepts que je pensais acquis, finalement, je ne les comprends plus. Voilà, je me dis, vraiment là, j'ai l'impression de ne pas évoluer. En plus, ce cas-là, c'est quand même compliqué. Mon collègue Sylvain, ça fait 20 fois, il m'explique c'est quoi une monade et je n'ai toujours pas compris. Et des fois, je vais tout remettre en question. Je vais me dire, mais est-ce que je n'ai pas fait cette reconversion pour rien? Moi, j'étais bien dans ma zone de confort, C++, 3D. Et puis, je vais me dire aussi, est-ce qu'on va me prendre toujours pour une débutante? Bon, ça, c'est les doutes. C'est pas toujours évident de vivre avec. On appelle ça aussi le syndrome de l'imposteur. Vous connaissez sans doute ces petits doigts qui nous font vraiment douter parfois. Bon, on va rajouter à ça d'autres petites phrases, pas toujours agréables aussi.
Donc là, on va avoir des phrases provenant de l'extérieur. Donc c'est des gens qui ne sont pas forcément dans notre quotidien, ce pas des gens de l'équipe. Donc ils sont peut-être pas bien au courant que je suis en train de me former sur plein de technos, que je suis en train d'essayer de gagner en légitimité, en confiance en moi, et que c'est pas évident au quotidien. Et ils vont me faire des petites remarques qui vont un petit peu pas m'aider du tout. Donc, par exemple, on va me dire ah oui, c'est toi la nouvelle QA de l'équipe Enrico? Ou alors, ça te fait pas peur de travailler qu'avec des hommes? Bon, bah là, je me dis bah ok, donc ce qu'on voit en fait de l'extérieur, c'est juste oui, je suis la seule fille de l'équipe. On veut même pas me mettre dans les mêmes cases que les autres. Non, moi je suis data ingénieur aussi comme les autres. Et non, ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est toutes ces compétences que je dois acquérir. Mais apparemment, c'est pas ça le principal sujet. Autre exemple, il y a quelqu'un aussi qui va me demander est-ce que je peux aller le voir et tout. J'ai des questions, ok. Bon, j'y vais seule. Et là, il va me poser des questions techniques de façon assez agressive devant d'autres gens sur un choix technique qu'a pris mon équipe avant mon arrivée. Et là, j'ai pas tous les codes, j'ai pas trop les armes pour me défendre, je sais pas trop, voilà, j'ai pas les arguments. Du coup, je vais pas réussir à défendre l'idée de mon équipe et je vais vraiment prendre ça comme un échec. Un autre exemple, c'est que côté salaire, je vais être encore déçue. On explique que malgré mes efforts, il y a le contexte économique, tu comprends. Voilà. Et la dernière phrase pour la fin, quand je commence un petit peu à avoir des oui, quand je démarre un peu à devenir speaker, on va me dire « Ah, mais si tu es prise en tant que speaker, c'est parce que tu es une femme. » Ok, tout va bien. Bon, bref, dans ces moments-là, ça va être vraiment très difficile. Voilà, je vais me dire, mais on va vraiment toujours me prendre pour la fille de l'équipe Enrico, comme Barbie, qui a besoin de Brian et de Steven pour réussir. Je me dis qu'on va jamais me prendre au sérieux, qu'on va toujours me voir comme la débutante. Donc il y a des jours comme ça, c'est pas facile. Mais je me dis que déjà, je suis pas la seule à ressentir ça, je suis pas la première à faire une reconversion, et que ça va être à moi aussi de faire taire ces voix. Et pour ça, le meilleur moyen que je vais utiliser, ça va être de savourer au quotidien les petites victoires. Et ça, dès le début de la reconversion. Par exemple, je viens d'arriver dans l'équipe. Ok, je ne connais pas encore tous les concepts de la data. Mais moi aussi, je peux amener des choses à l'équipe. Par exemple, je vais organiser des petites formations sur Git, parce que ça, je maîtrise bien. Je vais leur montrer des choses sur la 3D, leur faire apprendre des choses. Je peux organiser des rétros, organiser des team building, des karaokés, des choses comme ça. Donc, mettre un petit peu du peps dans la vie de l'équipe. Ça me permet aussi de rendre tout ce qui me donne au quotidien comme connaissance. Et ça me permet aussi d'avoir le sentiment d'ajouter moi aussi ma petite brique à l'édifice. Autre exemple, là, c'est la deuxième fois que je développe sur cette brique Kafka Stream. Je connais la partie métier, je connais le code. Du coup, je développe la story beaucoup plus rapidement que la première fois. Victoire. Ça va être aussi qu'on va recevoir des compliments et des encouragements de la part de son équipe. Et puis, petit à petit, on va commencer aussi à proposer des idées pertinentes en réunion, en revue de code, qui vont être adoptées. Et finalement, je vais tellement prendre confiance en moi, je vais avoir envie de partager tout ça, de me lancer à encore d'autres défis. Et c'est comme ça que je vais faire le choix de me lancer en tant que speaker. Et je vais réaliser, en fait, grâce à ça, que le plus important, est-ce que c'est pas d'avoir réussi d'être sortie de ma zone de confort? Est-ce que je ne devrais pas simplement aussi être fière de ça? En fait, je vais me rendre compte que cette reconversion, en fait, la reconversion, ça va m'apporter beaucoup plus que des compétences techniques. Ça a vraiment éprouvé au quotidien ma confiance en moi. J'ai gagné en confiance, en légitimité. Et aussi, j'ai plus peur de me lancer dans des nouveaux challenges. Donc, en fait, avoir un parcours atypique, ça va être aussi un gage d'agilité, d'innovation. On va savoir s'adapter à plein de problématiques.
je vais me rendre compte que je ne suis pas un boulet, mais je vais vraiment être un atout pour mon équipe, qu'en plus, je vais permettre de diversifier l'équipe. Et on sait qu'une équipe diversifiée, ça va être beaucoup plus riche. On va avoir des solutions beaucoup plus pertinentes aux problèmes que si tout le monde avait la même culture, le même background. L'intelligence collective va peut-être être moins stimulée. En plus, je vais pousser mon équipe à se lancer dans des challenges, je vais être motivée, je vais proposer des idées un peu disruptives parce que j'ai un parcours différent. Par exemple, avec mon background mathématique, je pousse un peu mon équipe à être plus assidue dans les analyses, à se poser la question de pourquoi on fait les choses, parce que j'aime beaucoup la partie métier, fonctionnelle. Donc, je vais amener aussi ma petite patte personnelle à l'équipe. Voilà. Bon, j'espère que, du coup, je vous ai donné envie, peut-être, vous aussi, de vous lancer dans une reconversion ou dans un nouveau challenge, quel qu'il soit. Donc, si c'est le cas, donc surtout pour la reconversion, je vais vous donner quelques conseils. Tout d'abord, faire très attention à l'environnement de travail dans lequel vous allez vous lancer. Que ce soit l'entreprise, l'équipe, le nouveau manager, ça va être très important d'être dans un bon environnement. Si dans le quotidien, on a un manager qui nous dévalorise, ça ne va pas pouvoir marcher. Il faut faire attention aussi aux conditions du poste, le nouveau salaire, le titre du poste, le temps aussi qu'on va vous accorder au début pour vous former, le temps qu'on va accorder aux équipes, ça va être très important. Et pourquoi pas passer par une formation diplômante, une formation externe. En plus de vous former, ça vous amènera en plus de la légitimité, le fait d'avoir un diplôme en plus. Et pourquoi pas aussi, comme j'ai fait, cartographier sa montée en compétences pour démontrer à n'importe qui d'où vous venez et tout ce que vous avez parcouru lors de cette reconversion. Moi, je continue encore d'en faire, par exemple. Et l'essentiel, c'est aussi d'avancer petit pas par petit pas, d'y aller petit à petit. Il ne faut pas se décourager au début face à la montagne de choses qu'on a à apprendre. Il faut prendre les sujets les uns après les autres. Il faut mettre son ego de côté aussi, parce qu'il va falloir poser beaucoup de questions. Donc, voilà, vraiment travailler tout ça, accepter que ça va mettre un peu de temps et savourer les petites victoires pour se motiver au quotidien. Alors, comment faire pour se lancer ? On peut commencer à en discuter en interne, par exemple. Discuter, savoir s'il y a des postes qui s'ouvriraient. Parce que c'est facile en interne, les gens nous connaissent déjà. C'est un petit peu plus facile de se vendre. Il ne faut pas hésiter aussi à être honnête, argumenter ses choix honnêtement. Quand on va postuler et qu'on ne va pas cocher toutes les cases, il ne faut pas mentir et dire ça je connais. Il faut vraiment dire ça je ne sais pas, mais je suis prête à apprendre. Et voilà, dire ce qu'on connaît sur chaque sujet. Et puis simplement, il faut oser. Oser postuler à un poste où on n'a pas les compétences, mais dans lequel on se projette bien. Il faut tenter sa chance. Dans ma boîte aussi, on peut faire des fois des vie ma vie. Donc, on peut passer par exemple de sprint dans une autre équipe. Et ça, c'est hyper enrichissant. Déjà, d'un point de vue de travail d'équipe, ça permet de voir ce qui se fait ailleurs. Mais ça permet aussi, si on se pose des questions sur des technos, est-ce que ça pourrait nous intéresser, de voir vraiment dans le bain, dans le quotidien, si ça a l'air intéressant de travailler là-dedans. Et aussi alimenter sa curiosité en faisant de la veille techno, en suivant des formations sur des concepts qu'on ne connaît pas, ou en allant à des talks, à des conférences sur des sujets qu'on ne connaît pas du tout. Mais dans tout ça, le rôle de l'entreprise est aussi très important. Et elle a vraiment un rôle à jouer. En fait, l'entreprise doit favoriser l'inclusivité. Donc, ça va être, par exemple, à travers ses postes, à travers les intitulés de postes, le contenu, la description, elle doit encourager justement des profils atypiques à venir postuler. Donc, je rappelle aussi, je le disais au début, que quand on est une femme, on n'est pas forcément poussé dans notre enfance à faire des sciences, de l'informatique. Et beaucoup de femmes aujourd'hui vont se réorienter au cours de leur carrière pour devenir développeuses.
Et moi, je crois que l'entreprise a son rôle à jouer en ouvrant la porte justement à ces profils atypiques. Peut-être qu'elle sera capable d'amener un petit peu plus de femmes dans la tech aussi. L'entreprise doit aussi donner le temps et les moyens aux reconvertis de se former, mais aussi le temps aux équipes pour former les reconvertis. Et l'entreprise pourra réaliser comme ça qu'elle va vraiment apprendre et s'enrichir des différences de chacun. Bon, petit récapitulatif. Donc, j'ai eu la chance de commencer ma carrière dans les applications 3D, dans les mathématiques, le C++. Ça a vraiment été très enrichissant, je ne regrette pas du tout. Ça m'a beaucoup appris. Mais il est arrivé un moment où je me suis posé beaucoup de questions, où j'ai eu besoin de faire le point. Et ça m'a vraiment aidé de me poser toutes ces questions. Et j'ai compris que j'avais besoin de changement. Du coup, je me suis lancée un petit peu dans l'inconnu et j'ai appris à dompter la data. Ça n'a pas été facile. J'ai connu beaucoup de hauts et de bas, voilà, des difficultés. Mais j'ai eu mon équipe qui m'a vraiment aidée au quotidien, qui m'a vraiment formée, qui m'a aidée à prendre confiance en moi. Et donc, j'ai réussi à dompter cette fameuse data et à devenir data ingénieur. J'ai réalisé finalement qu'à travers cette reconversion, je n'étais pas simplement devenue data ingé, je n'avais pas seulement acquis des compétences techniques, j'avais acquis beaucoup plus. J'avais gagné en légitimité, j'avais éprouvé ma confiance en moi. Et en plus, j'avais plus peur des nouveaux challenges, car je me suis même après ça lancée en tant que speaker. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui devant vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je pense qu'on a un petit peu le temps. Si vous avez aussi des expériences à partager, c'est avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez me faire un petit retour sur cette présentation, le QR code est là. Merci. Oui. Merci déjà pour le témoignage. J'avais une question concernant quand tu disais que tu avais un peu des coups de ouais. Des remises en question. Ça semblait venir plutôt de l'extérieur et l'équipe était en soutien. Est-ce que tu aurais des exemples de choses qui t'ont vraiment aidé à passer cette phase de la part de l'équipe? Ce qu'ils ont pu te dire ou ce qu'ils ont pu faire? Oui. Alors, il y a plein de choses. Déjà, je l'ai un peu dit, c'est quand on est encouragé, on a des compliments sur notre travail, sur ce qu'on a fait dans notre quotidien. Ça aide. Et aussi, ce qui aide beaucoup, c'est quand les autres membres de l'équipe vont aussi parler de leurs difficultés. Vont dire, là, on a fait une réunion là-dessus, mais en fait, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'on peut revoir? Moi, je vais pas me sentir seule à dire, moi non plus, j'avais pas trop compris. En fait, des fois, il faut aussi être plus là-dedans d'oser dire, voilà, ses doutes, ses besoins, de réexpliquer. Il ne faut pas garder ça pour soi. Et vraiment, moi, c'est ce que je me dis au quotidien. J'ai plus peur d'exprimer quand il y a des choses que je n'ai pas compris, même si c'est des petits détails. Et, ou de dire, là, j'ai besoin d'un stop, j'ai besoin qu'on me réexplique parce que j'ai perdu le fil. Et à chaque fois que je fais ça, je me rends compte que je ne suis pas la seule, que toute l'équipe en bénéficie. Donc voilà, il y a cette partie vraiment encouragement, accompagnement, voir aussi que ça ne les dérange pas en fait de passer du temps à nous expliquer les choses. Que après voilà, c'est différentes personnes, mais je suis vraiment tombée sur des gens qui aimaient en plus former les autres, qui aimaient partager. Donc voilà, tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui. Sur le coup, on réagit rarement bien. Voilà, on n'a pas le petit souffleur comme dans Amélie Poulain qui nous souffle la réplique. On l'a souvent trop tard. Donc, j'avoue avoir souvent pris ça un peu de plein fouet et pas avoir réagi sur le tard. On va dire que ma réaction, c'est plutôt là aujourd'hui d'en parler dans mon talk. C'est ça aussi qui me permet de répondre que, ok, sur le coup, ça fait mal. En plus,
les gens savent vraiment pas ce que je vis, enfin, ont vraiment zéro légitimité pour donner ce genre de remarques. Mais je vais les utiliser justement, ça va me challenger, me motiver pour leur montrer bah ils ont tort. Et plutôt que leur répondre par une remarque, bah ça va être des actions. Bah regardez, vous avez tort. J'ai réussi à faire d'autres conférences, j'ai réussi à acquérir plein de compétences techniques. Ça va me rebooster en fait. Même si à la base c'était malveillant, et bah moi ça m'a boosté. Oui. Coupler les deux, bah, je ne serais pas fermée du tout à coupler les deux. Voilà, j'ai pas eu l'occasion qui s'est présentée pour le moment, mais je pense que voilà, j'oublie pas tout mon background. Dès qu'il y a des sujets un peu d'algorithmie, je suis toujours au taquet là-dessus. Donc je pense que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais j'ai pas eu l'opportunité pour allier la 3D et la data. Ça pourrait être très intéressant. Oui. On va dire presque, mais pas tout à fait. C'est pas encore ça. Oui, oui. Ah. Déjà, ça aide d'avoir un interlocuteur défini parce que voilà, on se dit bah il a un peu du temps alloué pour me former, donc on hésite moins à poser des questions. Après, au final, je me suis rendu compte que je pouvais poser des questions à tous ceux de l'équipe, mais on va dire au début, c'est quand même bien d'avoir une personne pour qui se référer. Et après, bah, ça va être voilà, quelqu'un de très bienveillant, qui va accompagner, qui va organiser aussi des temps de formation, parce qu'au début, c'est pas à nous de savoir sur quoi on doit se former. Donc, ça va être à lui de dire, bah, commence d'abord par du Kafka, commence par la partie métier, parce qu'on va faire plein de réunions sur le sujet, donc il va falloir que tu comprennes tous les mots-clés. Donc, il va vraiment aussi organiser bah, comment on va se former au début. Voilà. Oui, oui, ouais. Mm. Mais pour l'instant, j'en fais pas dans mon quotidien, mais c'est vrai que c'est une envie que j'ai de faire un petit peu plus de data science, d'utiliser justement toutes ces données que je récolte. Le fait de savoir comment récolter de la donnée, ben, ça va permettre justement d'après construire des modèles beaucoup plus pertinents. Voilà, mais mon background mathématique, ça pourrait m'aider. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que j'aimerais aller vers ça. Mais voilà, c'est pas encore dans mon quotidien, on va dire. Il faut qu'il y ait l'opportunité aussi. Oui. Hmm. Ouais. Bah voilà, il y a eu ces petits moments, des petites phrases où voilà, on se dit mince, j'ai fait une bêtise, c'est trop dur et tout ça. Mais c'était quand même assez ponctuel et souvent il y a une réussite, on va dire, dans la semaine qui fait que bon, finalement, je me dis non, non, j'ai ma place. Après, voilà, le soutien de toute l'équipe, on va dire, la bienveillance, oui, les amis aussi qui nous disent, bah, c'est bien ce que tu fais, voilà, tu es courageuse de te lancer là-dedans. Tout ça, ça va nous motiver. On se dit, bon, voilà, faut en parler en fait. C'est vrai qu'il faut pas s'isoler, garder tous ces moments pour soi. Et ouais, oui, oui. Voilà, mais c'est pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui nous disent bah c'est pas grave, je suis aussi passée par là, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que l'environnement,
Ouais, mais l'environnement, oui, oui. En plus, dans la data, beaucoup de gens n'ont pas n'ont pas été formés à la data, comme c'est assez récent. Donc, on peut retrouver beaucoup d'autres profils aussi un peu atypiques dans ce domaine-là. Oui. Merci à tous.